Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième journée du parcours de la céramique et des arts du feu. Et j'insiste sur cette dernière expression, les arts du feu, puisqu'aujourd'hui c'est avec Madame Aurélie Gerbier que nous allons parler du verre et plus spécifiquement des verres bleus de la Renaissance française. Je vous remercie de votre présence et je vous écoute pour cette conférence. Merci beaucoup. Je vous remercie. Juste en préambule, je tenais à remercier évidemment Monsieur Béalu et Madame Béalu de m'avoir proposé de réaliser cette conférence aujourd'hui, et puis plus globalement aux organisateurs du parcours de la céramique et de ce cycle de conférences. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des verres bleus. Enfin, en réalité de quelques vers bleus, d'un petit corpus de vers bleus que l'on attribue à la Renaissance française. C'est un corpus qui est assez resserré, une dizaine de pièces seulement, qui ne sont pas inédits, qui ont été publiés seuls ou en groupe, en corpus, à plusieurs reprises, généralement au détour d'un développement sur les vers français de la Renaissance. Donc l'historiographie du vers a réuni au sein de ce corpus une dizaine de vers bleus apparemment opaques, et doté pour la quasi-totalité, à l'exception d'une pièce, de montures de différentes provenances. Donc c'est un corpus qui s'organise, vous le voyez tout de suite, autour de deux critères tout à fait visibles. Tout d'abord la couleur bleue, qui présente quelques variations en fonction des pièces, mais qui est quand même assez proche, et la monture dont pratiquement toutes les pièces sont dotées. Alors pourquoi s'intéresser à ces verres aujourd'hui? Eh bien, c'est vrai que suite à l'exposition qui a eu lieu au musée de la Renaissance en partie l'année dernière et qui s'est terminée en début d'année autour du verre émaillé, que ce soit à Venise et en France, entre la Renaissance et finalement jusqu'au XIXe siècle, eh bien, on a essayé de lancer avec mes collègues Isabelle Biron et Françoise Barbe une nouvelle façon, en fait, pas une façon inédite, mais une façon un peu plus systématique de regarder certains objets par le biais des analyses scientifiques. Et donc, vous allez me dire, ces verres, en tout cas pour les trois verres qui sont dans les collections françaises, qui est celui-ci et celui-ci, eh bien, ils ne sont pas du tout émaillés, mais étant tout à fait opportuniste et ayant déjà mis un pied dans la porte du C2RMF, je me suis dit qu'il était temps de glisser ces quelques pièces dans les analyses, parce que c'était une occasion assez inédite de pouvoir les étudier de ce point de vue et pouvoir vraiment essayer, grâce aux analyses, eh bien, d'apporter des éléments concrets au débat, à la réflexion sur leur attribution et sur leur datation. Donc si on regarde un petit peu plus ce corpus en détail, donc vous avez sous les yeux une dizaine de pièces qui sont des pièces sur lesquelles je reviendrai évidemment par la suite, mais qui sont réparties dans différentes collections du monde. Donc entre France, musée du Louvre pour cette pièce et cette pièce, le musée des Coins conserve celle-ci, le British Museum celle-ci, le Victoria and Albert Museum celle-là. Enfin, grâce à ces pièces, on peut voyager en fait en Angleterre, en Allemagne et également jusqu'aux États-Unis. Donc vous voyez déjà la difficulté qui peut se présenter d'étudier évidemment un corpus qui est aussi dispatché, qui est assez réduit et aussi dispatché, je dirais, dans le monde. Alors c'est des pièces qui sont repérées dans les inventaires pour certaines depuis très très longtemps. Nous le verrons, notamment cette pièce-ci qui provient des collections de la voûte verte à Dresde et qui apparaît dans un inventaire de 1585 des ducs de Saxe, donc une pièce pour laquelle aucun doute sur l'authenticité peut être porté, que ce soit la pièce et le verre et sa monture. Et puis on a des pièces qui sont entrées dans les collections françaises beaucoup plus récemment. Je pense que la dernière à être entrée dans les collections françaises, c'est celle justement des Coins. Je reviendrai dessus par la suite. Donc en plus de cette couleur bleue intense et des montures, on peut dégager très rapidement d'autres caractéristiques qui sont partiellement communes à ces verres. Alors tout d'abord, vous avez cette forme qui domine à deux exceptions près, c'est la gourde de pèlerin,
qui est une forme, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, bien connue des arts décoratifs. Alors les seules exceptions, vous voyez, c'est ce petit aspersoir, donc qui est beaucoup plus petit que les autres, là, évidemment pour la beauté du diaporama, j'ai tout mis presque à la même échelle, afin que vous ayez une vue d'ensemble de ce corpus, mais c'est une pièce qui est beaucoup plus réduite. Et cette pièce-là qui adopte plus la forme d'une bouteille. Mais donc c'est quand même un corpus qui, par les formes que les pièces adoptent, est assez homogène. Donc je vous disais, cette forme de la gourde de pèlerin est très répandue dans les arts décoratifs, et notamment dans le verre, mais vous repérez tout de suite que nos pièces ont certaines spécificités formelles que l'on retrouve peu fréquemment ailleurs. Et j'ai choisi quelques pièces de comparaison justement pour souligner ces différences. J'ai choisi une gourde de pèlerin en verre émaillé et doré du musée de la Renaissance, que l'on attribue à Venise dans les dernières décennies du XVe siècle au tout début du siècle suivant. Et également une déclinaison de cette typologie en majolique, avec cette gourde à l'emblème d'Alphonse de Deste, des ateliers d'Urbino. On est dans le dernier quart, dans les dernières quinzaines d'années du XVIe siècle, et qui est au musée du Louvre. Et donc vous voyez tout de suite que ces deux pièces ont tous les éléments constitutifs d'une gourde de pèlerin, c'est-à-dire donc une panse plutôt aplatie, un col assez long, et surtout les 4 passants qui, à l'origine, en fait, permettaient au pèlerin de suspendre évidemment sa gourde à sa ceinture ou à autre chose. Et bien nos pièces, en fait, en sont complètement dépourvues de ces passants. Et puis, quand on regarde un petit peu plus près justement la forme même de leur panse, eh bien, on voit que les pièces adoptent quasiment pour la totalité une forme qu'on qualifierait de réniforme, donc un peu en forme de rein. Elles ont un épaulement qui est très marqué, une forme assez trapue, qui, pour la plupart du temps d'ailleurs, n'est pas du tout allégée par la jonction de la monture. Et j'aurai une photo par la suite. Vous verrez, les parois des verres sont assez épaisses. Donc finalement, si on fait abstraction de la monture, on a la fonction, enfin le principe même de la gourde de pèlerin tend à disparaître, et de même la frontière avec finalement la simple bouteille. Donc en verrerie d'apparat, qui est vraiment le domaine qui nous concerne aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la vaisselle d'usage évidemment, eh bien ça reste quand même une forme qui est assez rare. Alors il est vrai que sans monture, on peut tout de même en découvrir, enfin on en a découvert plusieurs fois en fouille, en contexte archéologique, comme par exemple cette pièce que je vous présente à droite, qui provient d'un contexte nancéen, qui a été découvert dans les années 90, pardon, qui est conservé à Nancy, et qui vraiment, à l'exception évidemment de sa couleur, enfin de son opacité, je dirais, eh bien, adopte quasiment la même forme que les pièces que je vous ai présentées jusqu'ici. Donc c'est une production qui est soufflée et qui présente un fond plat et non refoulé, pour tous les exemples que j'ai pu directement observer. Alors ça paraît un détail, mais en réalité, finalement, justement, en contexte archéologique, la plupart des pièces, des gourdes ou des bouteilles de ce type que l'on rencontre avec cette forme un peu réniforme, eh bien, elles ont un fond refoulé assez marqué, ce qui n'est pas le cas de la pièce de Nancy que je vous ai présentée précédemment. Donc c'est vraiment un critère également d'appartenance à ce corpus qui est selon moi important. Alors quand on regarde justement une pièce qui n'a pas de cette monture, qui n'est pas dotée de cette monture un peu présente, et bien finalement donc on a un objet qui n'a pas vraiment un peu perdu, ou n'a pas encore acquis sa destination de gourde de pèlerin, et qui en plus a un équilibre formel un petit peu étrange. Et finalement, on comprend que la monture, en fait, était dès le début, sans doute, pour la quasi-totalité de ces pièces, eh bien, était une chose acquise. Que c'est grâce à la monture que ces pièces acquièrent leur forme et leur forme finale, je dirais. Et ce qui est assez amusant, justement, c'est que les quelques pièces qui adoptent cette forme et qui
qui n'ont pas de monture, comme la gourde du Corning Museum que vous avez sous les yeux, qui était à l'exposition Émailler le verre au musée des Coins, eh bien, tout le décor émaillé, qui est en partie effacé malheureusement, eh bien, évoque directement l'idée de la monture. Ici, il faut restituer toute une frise de petits points, une frise émaillée blanc et rouge de petites rosettes, et je vous ai mis sur le côté justement donc, ce qui pouvait évoquer les bandes latérales de la monture. Alors, ce qui nous intéresse peut-être le plus concernant ces pièces, et ce qui nous fascine surtout le plus, et qui est une des caractéristiques communes à 99% des pièces, eh bien, c'est ce qu'on appelle le dichroïsme, ce que ces photos vous laissent deviner, et malheureusement c'est très très compliqué à prendre en photo, et il faut vraiment le voir en vrai pour le croire. Cette propriété qu'ont certains verres à changer de couleur en fonction de la lumière, qu'elle soit transmise ou réfléchie, c'est-à-dire en fonction de la façon dont vous regardez l'objet en lumière directe ou en lumière réfléchie. Et bien du coup, toutes ces pièces qui, sur la première diapositive, vous paraissaient complètement opaques, et bien, quand vous les regardez avec la lumière qui passe à travers, et bien, elles changent de couleur. Pour certaines, elles deviennent jaune-vert, comme c'est le cas. Et en plus, ça dépend vraiment de l'angle selon lequel vous la regardez. Comme c'est le cas donc, pour la gourde du musée du Louvre. Et puis, elles peuvent adopter une couleur un peu plus jaune, jaune ambré, je dirais, comme vous le voyez sur les deux photos de gauche. Et parfois, ça peut être également très rouge, très rougeoyant en fait. Donc c'est assez impressionnant. Nous reviendrons par la suite sur l'explication de ce phénomène, mais c'est aussi un des critères fondamentaux autour duquel on a organisé ce corpus. Alors revenons très rapidement, parce que je pense que là, je ne vais rien vous apprendre, et bien sur le contexte finalement dans lequel s'inscrivent ces objets, et comment justement ils relèvent complètement du goût du temps, du goût de la Renaissance. On peut évoquer très rapidement deux pistes évidemment pour les sources, les influences qui ont joué dans la mise au point de ces œuvres, et dans cette fascination qui est vraiment très très importante à la Renaissance pour le bleu. Tout d'abord, eh bien, il y a les porcelaines de Chine, les porcelaines monochromes, qui, vous le savez sans doute, en fait, sont importées à la Renaissance de façon très très importante via la route de la soie, et que l'on observe très régulièrement dans les collections des plus grands, des plus puissants en fait de l'époque, les collections les plus importantes. Alors c'est assez rare d'établir un lien entre un objet et un inventaire de l'époque pour la grande majorité des objets que je vais vous présenter, mais en revanche il arrive que les inventaires soient assez détaillés, et assez détaillés pour que l'on identifie notamment dans des inventaires vénitiens, eh bien, un goût certain pour les pièces monochromes bleues de la dynastie Ming, et qui, pour certaines en plus, étaient rehaussées de dorure, comme vous le voyez sur cette pièce, sur ce petit bol qui provient des collections du British Museum. Donc on peut, je pense, établir un lien. C'est un premier faisceau qui peut expliquer ce goût en fait à la Renaissance pour les pièces bleues, qui peuvent parfois être rehaussés d'un décor doré. Alors ce qui est intéressant, c'est que le verre est, par définition, finalement, à la Renaissance, une sorte de production d'imitation, d'art de l'imitation, parce qu'en fait, toutes les nouvelles mises au point, toutes les nouvelles recettes qui vont être définies à la Renaissance, au milieu du XVe siècle, notamment à Venise, vont l'être dans l'idée d'imiter des pierres précieuses ou semi-précieuses, qui sont vraiment aussi parmi les objets les plus convoités par les plus grands de la Renaissance. Et l'idée, évidemment, est de reproduire l'effet de ces pierres précieuses et semi-précieuses dans un matériau qui est moins coûteux. Donc, très rapidement, j'évoque le cristal de roche. Vous savez qu'au milieu du XVe siècle,
dans l'entourage d'Angelo Barovière, notamment à Murano, eh bien, on met au point la recette du Cristallo, ce verre qui est très très pur, beaucoup plus, dont les matières premières sont beaucoup plus purifiées que précédemment et qui donne vraiment un matériau vitreux d'une grande pureté, d'une grande translucidité et très agréable à travailler pour le verrier. D'autres productions, en fait, dans les mêmes décennies, vont être mises au point. Le Latimo, que vous avez au centre, donc ce verre opaque blanc, opacifié à l'oxyde d'étain, et qui, en fait, évidemment, cherche à évoquer la porcelaine blanche de Chine. Et puis, il y a le Calcedonio, le verre Calcedonio, qui est en fait un mélange de paraisons de verre de différentes couleurs, qui donne aux pièces cet aspect marbré, qui renvoie à toutes ces pierres marbrées, dont le Calcedonio, dont le jaspe, que l'on retrouve également dans les grandes collections du temps. Et donc le bleu, et en particulier le lapis lazuli, dans ce phénomène d'imitation, n'est évidemment pas en reste. On sait qu'il était particulièrement prisé à la cour des Médicis. Donc je vous ai choisi un exemple parmi d'autres d'une pièce qui a été réalisée dans un des ateliers Ducos dans les années 1583-1584, et donc un grand vase sculpté et doté d'une monture en or. Et donc dans les mêmes années, enfin déjà bien avant, pardon, eh bien les verriers vénitiens essayaient de reproduire cette pierre qui était connue depuis l'Antiquité, travaillée depuis l'Antiquité, dans le matériau vitreux, de reproduire la couleur dans le verre. Selon différentes pistes pour Venise, soit que l'on, grâce à l'oxyde de cobalt, eh bien, on colore l'apparaison du verre et on obtient toute une série de pièces comme celle que vous avez sur la droite, qui est ici émaillée, mais on a aussi des traces de pièces non émaillées, et bien, qui présentent un bleu qui est très très soutenu, très translucide et très, très vibrant. Ou alors on se dirige vers une production de couleur plus turquoise, grâce à des oxydes de cuivre, et qui en fait faites vraiment l'imitation de ces pierres dures grâce à son caractère opaque. Cette pièce du British Museum, eh bien, est complètement opaque. En France, puisque c'est aussi c'est un des aspects de la présentation d'aujourd'hui, eh bien, on est tout aussi fasciné par le verre bleu, et on a quelques exemples qui peuvent nous l'indiquer. Alors, je vais vous évoquer à l'oral l'exemple, le cas le plus connu, qui est peut-être l'inventaire, les collections de Catherine de Médicis, qui sont connues par un inventaire qui est publié par Edmond Bonafé au XIXe siècle, et qui liste donc dans les biens de la reine toute une série de verres bleus, notamment des compotiers, des confituriers, des plats, etc. Et pendant longtemps, en fait, on a établi un lien entre cet inventaire et une pièce qui est au musée de la Renaissance, qui porte les armes de Catherine de Médicis et qui a une forme de bouteille gaudronnée. Et justement, grâce à l'exposition émaillée le verre, et bien du coup, la pièce s'est révélée porter un décor totalement 19e siècle. Donc on arrête de convoquer cet exemple quand on parle des collections de Catherine de Médicis. Vous allez me dire, je le fais maintenant, mais c'est parce que je pense que beaucoup à la pédagogie par la répétition. Donc je vous rappelle donc que cette pièce malheureusement n'est plus authentique. Bref. Donc le malheur dans cette histoire, c'est qu'on n'a plus d'exemples pour appuyer cet inventaire, pour illustrer cet inventaire. Mais nous conservons d'autres pièces, et notamment la pièce que vous avez sur la gauche, qui est quasiment la dernière acquisition du musée de la Renaissance. Ça date d'il y a quelques mois. Un grand plat en verre bleu, donc une quarantaine de centimètres, un beau plat d'apparat en verre bleu doré, qui porte les armes du maréchal de Saint-André, Jacques d'Albon, et que l'on attribue pour l'instant, en fait, dans l'état actuel de nos recherches, qu'on attribue peut-être à la verrerie de Saint-Germain-en-Laye, en tout cas à un atelier français.
Et ça ne serait pas complètement incohérent parce qu'effectivement, on sait qu'à Saint-Germain-en-Laye, il y avait une production de verre de couleur et nombre d'inventaires, alors évoque de façon tout à fait rapide, mais quand même la présence de verre bleu chez les plus grands aristocrates français. Et alors je dépasse un tout petit peu la chronologie, mais pour vous présenter une pièce du Museum of Art de Toledo, donc on est plutôt au milieu du XVIIe siècle. Cette pièce est attribuée à la France, notamment sur la base de sa monture. Et en fait, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que les Français à cette époque, l'atelier français qui a réalisé cette pièce, a poussé l'art de l'imitation à son extrême, parce que là, vous avez une pièce en verre, en fait. Je pense que chacun pensait voir eh bien, d'une pièce, une pierre dure montée, un beau lapis monté, et en réalité, c'est totalement du verre qui a été moulé. Et toutes les petites inclusions de la pierre dure eh bien, sont reproduites avec des oxydes métalliques, tout simplement. Donc là, on est vraiment dans une pièce illusionniste assez poussée, mais c'était plus pour le petit clin d'œil. Et je termine juste cette évocation de cette fascination pour le bleu à la Renaissance avec d'autres pièces en céramique pour parler un petit peu à votre cœur aussi d'aficionados de la céramique. Eh bien, ces productions que l'on connaît par ailleurs en Europe, que ce soit aux Pays-Bas avec les fameuses Malling Jugs, qui sont ces cruches avec cette belle glaçure bleue qui était exportée notamment en Angleterre et dotée de montures précieuses, ou c'est les différentes pièces, les différents bleus de Saint-Vérin qui sont toutes ces gourdes armoriées notamment attribuées aux ateliers de la Puisée. Toujours dans la même époque, nous sommes dans la seconde moitié du XVIe siècle. Alors revenons maintenant sur un petit peu l'historiographie de ces pièces qui, à partir du moment où ils ont été publiés dans les années 70-80, eh bien, pour la plupart ont été très très rapidement attribués à la France. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que ces verres n'ont pas été attribués à la France sur la base du verre lui-même, mais sur ce qui l'accompagne, c'est-à-dire les montures. Alors pourquoi ? Eh bien parce que vous avez au moins 3 de ces pièces qui, effectivement, sont enchâssées dans une monture en étain. Ce sont les pièces du Louvre, la pièce d'Écouen et celle du Victorian Albert Museum. Et dans cette monture en étain, on y a inséré de petits médaillons de Limoges, en émail peint de Limoges, on va dire des dernières décennies du XVIe siècle. Je vous en présente un non monté pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée aussi de ce type de production assez courante à la fin du siècle. Donc on est toujours dans la bonne chronologie, en fait, dans la même chronologie. Et c'était un argument sur lequel s'appuyaient les spécialistes pour attribuer ces pièces, ces objets à un atelier de verrerie française. Et il y avait donc également la question des montures en étain, qui a joué un rôle assez déterminant dans cette attribution, puisque on a tout de suite repéré sur 4 pièces, donc les 3 pièces dont je viens de vous parler, plus la pièce qui est conservée au Getty Museum, et bien la présence sur la monture et au niveau de l'épaulement de la pièce, et bien de sortes de salamandres. Et donc évidemment, la salamandre, ça vous renvoie à François Ier, c'était son emblème, et donc à une production française. Alors attention, c'est pas un argument qui peut jouer, vous le savez, sur la question de la datation, puisque la salamandre, en fait, on va la retrouver utilisée, réutilisée tout au long du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, notamment en Saintonge. Je pense à ces pièces. Dans un contexte, dans un usage complètement décoratif en fait, qui renvoie à la royauté, qui renvoie à un beau décor, à un décor un peu prestigieux, sans faire référence directement à François Ier. Donc il n'y a pas de conflit de datation, je dirais. Donc voici pour la question des attributions, pour faire un petit point donc un peu synthétique de cette production. Alors, depuis donc l'exposition, en fait, j'ai réfléchi à comment poursuivre, je dirais, l'étude
de ces œuvres et donc en m'appuyant sur les recherches qui ont été menées dans le cadre du projet Cristallo et du montage de l'exposition. Parce que cette attribution à la France, elle était, donc, comme je vous l'ai dit, elle n'était pas secondaire, mais elle reposait sur des motifs secondaires, sans jugement de valeur, mais quand même qui étaient annexes et qui ne dépendaient pas du matériau vitreux lui-même. Et donc, le côté dichroïque et la virtuosité technique en fait, de la mise en œuvre de ces objets était un petit peu passé un petit peu à l'as, en quelque sorte. Donc, ce que je vous propose, c'est d'étudier dans un premier temps donc, ce dichroïsme, ce phénomène de dichroïsme dans le contexte de cette production. Et je reviendrai par la suite sur la question des montures pour pouvoir justement élargir un petit peu les questions que j'ai évoquées précédemment. Alors, juste le dichroïsme. Je suis allée chercher la définition officielle du dichroïsme qui n'est pas évidente à comprendre. Elle vient donc du dictionnaire Trésor de la langue française. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une propriété qu'a le verre qui a, suite au matériau qui le constitue, et donc qui a pour effet donc, de colorer différemment le verre suivant les conditions d'observation. Et donc, comme vous le savez peut-être, ça provient du grec dikros, qui signifie donc de deux couleurs. Donc jusqu'ici, tant qu'on ne rentre pas dans la science pure, c'est assez clair. Alors ce qui est intéressant, juste pour ce terme dichroïsme, c'est que c'est un terme complètement moderne. Il apparaît en France en 1824, dans un traité sur les minéraux qui est publié par le français donc Sulpice Bedan, le traité élémentaire de minéralogie, mais il était déjà en usage en Angleterre dès 1819, notamment dans les recherches de David Brewster, qui a travaillé sur les surfaces cristallisées et leur rapport à la lumière. Donc là, plus dans le domaine du matériau vitreux. Donc c'est un terme qui est tout à fait moderne et qui, tout au long du XIXe siècle, va être vraiment utilisé exclusivement pour qualifier la verrerie, plutôt le verre qui est coloré à l'uranium. Donc sans rapport avec la verrerie ancienne, on est plus sur des questions de verre que je qualifierais d'industriel, avec évidemment industriel de l'époque. Et c'est vraiment qu'à partir des années 70, je dirais que le terme dichroïque est employé dans le contexte de la verrerie ancienne, de la verrerie historique. Alors il y a quelques célèbres précédents que je vais vous présenter. Vous connaissez peut-être cette très belle coupe du British Museum, une coupe qui porte la représentation de Lycurgue, qui est à la fois un verre que l'on qualifie de diatrette, c'est-à-dire que c'est un verre en cage avec une coupe en verre qui est incrustée dans une cage en verre, et également un verre réfléchi. Vous voyez que la pièce est verte en lumière, est un verre dichroïque, pardon. La pièce est verte en lumière réfléchie et rouge en lumière transmise. Alors c'est une pièce qui provient d'une grande collection, la collection de Lionel de Rothschild, et qui a été acquise relativement récemment pour le British Museum en 1958. Mais on la connaît depuis 1845, elle est pistée, je dirais, depuis 1845. Elle a été analysée au laboratoire du British Museum et en fait, il a été observé que l'effet dichroïque était obtenu par des particules d'or et d'argent qui avaient été ajoutées à la matière à l'apparition du verre. C'est un tout petit corpus, hein, les verres antiques dichroïques, le même nombre que nos verres, les verres qui nous intéressent aujourd'hui, donc une dizaine d'exemples, et qui montrent également une grande variété dans le changement, dans les couleurs qui sont obtenues, puisqu'on a aussi des pièces qui sont jaune-verte et pas que rouge. Alors ce qui est intéressant pour cette production-là de verre antique, c'est qu'on a
un témoignage du IVe siècle, du tout début du IVe siècle, qui évoque ce type d'objet qui change de couleur. Et ça, c'est assez précieux parce que pour l'époque qui nous intéresse, il n'y a, jusqu'à présent, je n'ai repéré aucune mention dans les inventaires de ce type d'objet qui change de couleur en fonction de la lumière. Et pourtant, il y a plusieurs pièces qui ont été fabriquées, notamment à Murano au XVe siècle. Une petite coquille sur la diapositive, c'est seconde moitié du XVe siècle qu'il faut lire. Il y a plusieurs pièces de ce type qui sont fabriquées avec donc ce caractère dichroïque, et notamment le gobelet qui est dit Fairfax, qui est un petit gobelet à potes du Victoria and Albert Museum, qui est turquoise en lumière réfléchie, en lumière transmise, il devient rougeoyant. Pour les personnes qui ont pu visiter l'exposition, si vous vous mettiez sous un certain angle, grâce à un petit spot en fait, qu'on avait bien placé, c'était une position un peu accroupie quand même, et bien vous pouviez voir un petit point rougeoyant quand vous regardiez la pièce, c'était très beau. Alors c'est une pièce que l'on qualifie d'historique dans le sens où on n'a a priori pas de doute sur son authenticité, car on arrive à tracer son existence jusqu'au XVIIe siècle. Le fameux Fairfax, c'est Charles Fairfax, qui était un officier anglais de la seconde moitié du XVIIe siècle, et le gobelet est entré dans les collections du Victoria and Albert Museum en 1959 avec un étui en cuir, une boîte en bois et une petite note manuscrite qui expliquait qui était signée Charles Fairfax, datée 1694, et qui expliquait que la pièce était dans sa famille depuis un certain nombre d'années. Et on a pu comparer par graphologie cette signature et cette écriture avec un document d'archives conservé en Angleterre. Donc on est, selon nous, devant une pièce historique qui ne pose pas de question d'authenticité et que l'on attribue donc à Venise à la Renaissance, qui assez tôt finalement s'est appliqué à reproduire donc, ce phénomène dichroïque dans certains vers. Et donc là, j'avance un petit peu dans le temps, mais c'est surtout aussi pour éviter aussi tout de suite évacuer des abus de langage. Il y a effectivement une autre production dichroïque au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle à Venise et en Bohême. Ce sont les fameux vers opalins, on parle aussi de vers girasol, qui là ont pour objectif d'imiter l'opale, la pierre de lune, et qui ont tous un aspect plutôt blanc laiteux, beaucoup plus transparent, beaucoup plus translucide que les pièces que je vous ai présentées jusqu'à présent, et qui en revanche, selon donc, la lumière, adoptent différentes couleurs, et notamment, vous voyez ce gobelet de Bohême qui devient complètement ambré, je dirais, en lumière transmise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début des recherches en fait, sur ces objets, la plupart des pièces du corpus que je vous ai présenté étaient inclus dans la production de verre opalin, de verre girasol de Venise. Et certaines pièces étaient attribuées directement aux ateliers vénitiens. Alors, les analyses scientifiques que l'on a menées sur les verres émaillés des collections françaises, entre autres, le même protocole a été appliqué à quelques verres que l'on a fait passer au C2RMF, dans cette idée d'identifier, grâce à l'accélérateur de particules Aglaé, d'identifier les matières premières qui constituaient le verre. Ça nous permettait donc d'avoir la nature du fondant, d'identifier les oxydes métalliques, les oxydes colorants, les opacifiants, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais ça nous donnait, grâce à l'accélérateur qui a vraiment une capacité d'accumuler des informations de manière très très fine et très précise, une cartographie de cette matière première très très importante,
unique en fait, c'est un outil complètement unique qui, nous l'espérions, allait nous permettre justement de faire un pas un peu décisif dans la connaissance sur cette production de verre dichroïque. Alors, je rentre tout de suite dans les détails, enfin dans les résultats. Et la première bonne surprise, je dirais, c'est que ces analyses ont bien confirmé qu'il s'agissait de verres français pour les 3 verres que l'on a analysés, puisque donc à l'analyse, ils se sont avérés calcopotassiques. C'est-à-dire que le fondant qui a été utilisé pour abaisser la température de fusion du vitrifiant, eh bien, c'était la cendre de fougère, qui est donc une tradition qui est tout à fait particulière à la France du Nord et la France du Nord-Est, et également au nord de l'Europe, et qui s'oppose complètement à la tradition vénitienne, méditerranéenne, qui est qualifiée de sodocalcique. Là, on utilise plutôt des plantes maritimes comme la salicorne. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces analyses, on a pu aussi rapprocher une pièce qui n'était pas du tout dans notre champ de vision, que vous avez sur la droite, qui est une bouteille, enfin qui reprend un petit peu la même forme, qui provient du musée de la Chartreuse de Douai, qui porte des armoiries un petit peu fantaisistes du duché de Bourgogne, enfin peu importe, mais qui, à l'analyse également, s'est révélé tout à fait proche des 2 pièces que vous avez sur la gauche, par la signature chimique du cobalt utilisé. Donc c'est-à-dire que c'est des pièces les verriers se sont approvisionnés aux mêmes matières premières, aux mêmes filons de matières premières d'oxyde de cobalt, et qui également correspond à une tradition donc, du nord de la France, calcopotassique. Donc, et cette pièce n'est pas, en revanche, elle est d'un bleu très très soutenu, un bleu gris très très soutenu, mais elle n'est pas du tout opaque et pas du tout dichroïque. Donc, je reviens juste sur ce qu'elles nous ont également apporté les analyses. Elles nous ont permis d'établir aussi la cause du dichroïsme de ces 2 bouteilles, qui est la jonction dans la matière vitreuse, enfin dans l'apparaison, eh bien, de phosphate de calcium, qui est un des éléments identifiés de façon scientifique dans la littérature scientifique depuis des décennies, un élément qui peut conduire effectivement au dichroïsme avec d'autres matériaux comme l'or et l'argent, comme je vous en parlais pour la coupe de Lycurgue, ou encore l'arséniate de plomb pour les verres girasol. Alors, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, toutes les publications qui portaient sur le sujet, en fait, attribuaient ce dichroïsme à l'arséniate de plomb, donc qui était la caractéristique du verre girasol. Et donc, c'est ce qui était aussi un argument pour en faire des verres italiens. Mais finalement, la découverte de cet usage du phosphate de calcium, eh bien, ça pourrait tout à fait indiquer une signature un peu française aussi, une pratique vraiment tout à fait française de la fabrication de verres dichroïques, parce que jusqu'à présent, c'est un phénomène, enfin, c'est une composition que l'on n'a pas observée par ailleurs. Donc évidemment, l'idéal serait de pouvoir enrichir le corpus d'analyse pour pouvoir voir si c'est une tendance au sein de tous ces objets, ou si, comme par hasard, on est tombé sur plusieurs pièces qui présentaient une composition tout à fait proche, voire identique. Alors la gourde sur la droite, qui provient du British Museum, a été elle aussi analysée par le British Museum en 2004. Et à la lecture du rapport, nous avons été un peu surprises parce que en fait, les résultats proposés eh bien, sont totalement différents des résultats que l'on a acquis avec Aglaé, puisqu'il montre que le verre est lui sodocalcique, donc dans une tradition réalisée dans une tradition plutôt vénitienne méditerranéenne, et que le dichroïsme est obtenu soit par l'arsenic, enfin l'arséniate de plomb, ou quelques particules d'argent en fonction de ce qui a pu être détecté par les scientifiques. Alors, la question se pose donc déjà de comparer
des analyses qui ont été réalisées par des matières et des méthodologies complètement différentes. Donc ça me paraissait important d'évoquer quand même cette potentialité que certains objets sont de nature complètement différente, de nature chimique complètement différente, mais c'est donc compliqué de comparer ces différents résultats. Et par ailleurs, il faut prendre aussi en compte le fait que la surface des œuvres peut être corrodée, abîmée, et que ça peut modifier les résultats. Donc quand on a un résultat qui correspond à un profil chimique précis, c'est pas que ça peut être un hasard, mais c'est toujours mieux en fait quand on a plusieurs données, plusieurs analyses qui viennent corroborer un schéma, une tendance, etc. évidemment. Donc, mais en réalité, si c'était le cas, s'il y avait une vraie différence de matières premières, de recettes entre ces deux productions, eh bien, ce serait tout à fait fascinant parce que ça vous scinderait déjà en deux le corpus et poserait plein de questions du type est-ce que, donc du coup, on a une production française, une production vénitienne? Est-ce que, et c'est tout à fait possible parce que c'est observé dans les inventaires, est-ce qu'une verrerie peut travailler à la fois avec un fondant potassique et un fondant sodique et obtenir le même résultat, en tout cas visuellement? Donc ça, c'est vraiment une piste à creuser. Alors une des théories aussi dont je voulais vous faire part très rapidement, c'était la question de savoir si finalement ce dichroïsme qu'on observe dans les pièces qu'on a analysées, eh bien, c'était pas finalement une sorte d'accident heureux, parce que le phosphate de calcium, dont je vous parle depuis quelques temps, en fait, son rôle principal, c'est d'opacifier l'objet. Donc ça, c'est une hypothèse d'un des chercheurs avec lesquels nous avons travaillé, qui s'appelle Marco Verita, un Vénitien, qui travaille au laboratoire de l'université de Venise. Est-ce que finalement, ça ne serait pas juste un accident parce qu'ils ont cherché à opacifier l'objet pour évidemment renvoyer à ces idées de pierre dure et se sont retrouvés avec des pièces, pour certaines, qui présentaient ce caractère dichroïque. Donc ça, c'est une hypothèse alors, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui doit être envisagée. D'autant que ce qui est assez amusant, c'est que dans la littérature du 19e siècle et jusqu'au milieu 20e, eh bien, on se rend compte que ce dichroïsme, il est quasiment ignoré, il passe un petit peu, les observateurs de ces pièces passent complètement à côté. La seule référence que j'ai trouvée dans la littérature du 19e siècle, c'est dans le catalogue de la collection Soulage. Donc vous avez cette flasque, donc cette bouteille de pèlerin, qui est celle du Victorian Albert Museum, qui est décrite comme étant donc épaisse, un verre bleu épais, semi-opaque. Donc ça veut dire qu'il avait repéré qu'effectivement il y avait une forme de transparence. En revanche, il n'y a aucun commentaire sur la couleur. Et les bouteilles, toutes les autres bouteilles, autres gourdes que j'ai pu pister dans les inventaires, que ce soit du XVIe siècle, on va le voir avec les pièces allemandes, ou même les catalogues de collection du musée du Louvre au XIXe siècle, eh bien, il n'y en a aucun qui nous parle de ce dichroïsme. Et il y a même la bouteille du Louvre, la gourde du Louvre, qui est classée dans la catégorie céramique à un moment donné, tellement elle est le dichroïsme n'a pas été repéré. Donc c'est assez amusant de voir qu'il y a ce dichroïsme qui est tout de même, qui nous paraît nous aujourd'hui complètement évident, mais qui n'a pas été qui n'est pas une chose véritablement acquise, alors que ce soit par hasard ou par manque évidemment de connaissances de ce type d'objet. Alors je voulais terminer avec la question des montures. Très rapidement, parce que en fait, je vous l'ai dit au début, donc c'est vrai qu'une partie de l'attribution de cette production à la France est bien reposée sur ces montures. Sauf qu'en fait, à l'étude de ces objets, eh bien, on se rend compte que il n'y a que 4 pièces qui ont une monture française, et finalement, la plupart ont des montures étrangères que l'on ne peut pas forcément que l'on ne peut pas tout attribuer à un atelier, mais qui montrent que ces pièces ont été exportées assez tôt, en fait, au XVIe siècle.
Alors, pour commencer, je vous montre les deux pièces qui viennent de la voûte verte à Dresde. Donc 2 pièces qui sont tracées dans les inventaires de façon assez ancienne. Je vous ai parlé tout à l'heure de la gourde sur la gauche qui montre une monture d'Allemagne allemande typique des années 1585 et qui apparaît dans les inventaires des ducs de Saxe en 1586-1587, décrite comme une bouteille, comme une gourde en verre bleu ciel exactement, déjà dotée de sa monture, etc. Donc un objet dont on n'a aucun doute sur l'authenticité, que ce soit le verre ou la monture, mais également une pièce dont le dichroïsme n'avait pas été donc repéré. Et cette pièce, avec une monture beaucoup plus chargée, qu'on l'on attribue, qui porte un poinçon, qui est daté de 1574, qui est mentionné dans les inventaires des ducs de Saxe en 1725. C'est un cadeau d'un certain Karl Freier von Racknitz, qui était un officier de la cour de Dresde, et qui porte les armoiries d'un abbé, de l'abbaye de Kempten, qui s'appelait Eberhard von Stein. Et il y a un lien en fait familial entre la famille von Racknitz et cet abbé. Donc peut-être une pièce qui a été transmise par le truchement d'héritage jusqu'à cet homme qui en a ensuite fait don au duc de Saxe. Donc des pièces anciennes et avec des montures totalement allemandes. Alors là, ça pose la question, après tout, justement sur ces pièces, la question de la provenance. C'est des montures assez précieuses. Des pièces aussi précieuses, des montures aussi précieuses sont généralement appliquées à des objets tout aussi précieux, tout aussi convoités. Donc ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'on avait conscience de ce que l'on achetait déjà au XVIe siècle? Est-ce qu'on a repéré ce dichroïsme? Et du coup, est-ce qu'on s'est approvisionné à un atelier précis en France, ce qui paraît, pourquoi pas, mais c'est vrai que spontanément on se dit qu'au XVIe siècle on peut aussi aller directement s'approvisionner à Murano, mais également en Allemagne. On sait que les ateliers qui travaillaient à la façon de Venise se sont multipliés dès les premières décennies du XVIe siècle dans toute l'Europe. Donc pourquoi aller en France? Donc ça c'est une question auquel il faudrait, qui serait vraiment très très intéressant de répondre. On a un exemple de monture anglaise, période élisabéthaine, vers 1580, tout à fait semblable à tout ce que l'on peut observer, toutes les montures de cette époque. Pour le petit aspersoir, des objets que l'on... Alors pas celui-ci en particulier, mais c'est vrai que dans les inventaires de la couronne du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle, on a repéré des aspersoirs, ce type de petits flacons en verre bleu présents. Donc est-ce que cela correspond à un goût particulier anglais? Est-ce que, voyant arriver cette pièce, qui par sa forme, franchement, je ne vois pas comment la monture ne peut pas avoir été envisagée dès le début, est-ce que ce n'est pas une exportation très précise, un objet d'exportation très précis qui a été commandé, auquel on a ajouté cette monture précieuse en ayant conscience de la virtuosité technique de la pièce? Ça également, il serait intéressant d'avancer sur ce sujet. Quelques montures en étain. Donc une en particulier, celle-ci sur laquelle reposait un peu l'attribution à la France, parce que c'est vrai que c'est assez proche du travail de François Briot. Donc on est plutôt dans le quart nord-est de la France, qui correspond aussi en fait quand même à cette tradition verrière. Donc le rapprochement est intéressant. Et puis nous avons nos 3 gourdes, 2 françaises et une anglaise, qui là, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps peut-être sur ces pièces, qui présentent toutes ces 3 montures en étain, qui sont quand même très intrigantes. La question du verre ne se pose pas, mais la question de la monture doit se poser, parce qu'on a déjà 3 pièces quasiment identiques. Donc ça, généralement, en art décoratif, on n'aime pas trop ça à ce point-là. Vraiment le fait d'avoir une pièce, donc la pièce du musée du Louvre qui est connue depuis 1825, acquise de la collection du chevalier Durand
par le musée du Louvre, hein, donc cette collection qui constitue le noyau du musée Charles X, eh bien, c'est la pièce, la première pièce en fait qui est connue dans les collections françaises. Et au fil du 19e siècle, on voit apparaître deux autres pièces en France. Celle-ci, donc, qui provient de la fameuse collection Soulages, qui est acquise par le Victorian Albert Museum en 1859. Et cette pièce, qui est au musée de la Renaissance, qui est une dation de M. Perpich en 2012, mais qui a été que j'ai pu repérer dans les inventaires, enfin dans les catalogues de vente, pardon, au XIXe siècle, qui semble provenir de la vente de la collection d'André Mordret, qui était un notable de la ville d'Angers, qui décède en 1872 et qui est acheté par Seligman en 1881. Bon, après, il y a effectivement un fossé important sur la traçabilité de l'œuvre entre ces deux époques, mais en tout cas, a priori, c'est une pièce qui était en France en 1872, qui avait été repérée en 72. Donc, est-ce qu'on a là, vraiment par le hasard, des montures tout à fait identiques avec une première version très précieuse, hein, vous voyez combien la monture est dorée et comment le verre est doré également, et qu'on en a produit deux versions d'un prestige un peu moins important. Est-ce qu'on a deux pièces d'imitation? Là, la vraie question maintenant, et je vais rebondir également sur cette pièce, parce que c'est la même problématique avec cette monture en cuir, cette pièce du British Museum, avec cette monture en cuir qui reprend, vous voyez, le même principe de médaillon avec un profil masculin qui vient au centre de la panse et ce réseau de bandes en cuir, etc., qui structure les pièces de la même façon. Et bien finalement, je pense que la prochaine étape, ce qui sera aussi peut-être ma conclusion, une des prochaines étapes pour la recherche autour de ces pièces, c'est vraiment de travailler sur ces montures. Alors, je vous ai dit qu'il y avait la difficulté qu'elles sont effectivement dispersées dans le monde, mais il y a aussi cette difficulté qu'elles sont quasiment toutes donc de nature différente, donc ça veut dire s'adresser à des spécialistes différents. Donc c'est un vrai travail collégial qui doit être mené sur un tout petit corpus, hein, finalement, donc l'effort pourrait être fait de ce côté-là, et j'espère pouvoir le poursuivre dans les prochains temps. Évidemment, ce qui serait aussi tout à fait passionnant, mais complètement utopique, ça serait de passer toutes ces pièces à Aglaé, donc impossible. Mais autre piste également pour essayer de comprendre cette production et de peut-être lui donner un petit peu plus de corps dans ce XVIe siècle, eh bien, c'est de dépouiller avec ces pièces à l'esprit les inventaires du XVIe siècle de façon un petit peu systématique et d'essayer de voir si on ne peut pas les repérer, si justement une mention d'un verre avec une couleur un peu changeante n'a pas été oubliée, et si toutes ces différentes appellations de verre bleu dans les inventaires anciens, qu'ils soient turquins, azurés, etc., eh bien, est-ce que finalement, est-ce qu'on ne trouve pas là une évocation de la nature, enfin de différentes natures de bleu, et qui pourrait renvoyer à ces pièces précisément. Donc vous voyez encore un certain nombre de pistes de recherche avant de déterminer un peu plus, de connaître mieux ces pièces, mais ça me paraissait important de faire un petit point justement sur l'état de la recherche sur ces objets si fascinants. Je vous remercie de votre attention. Et